À l'heure où j'enregistre cette vidéo, les élections américaines vont se dérouler dans exactement 2 semaines. Beaucoup se demandent quel sera l'impact d'un scénario Trump ou d'un scénario Harris. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur tel ou tel secteur d'action? Et surtout, est-ce que ça va générer de la volatilité sur les marchés? Est-ce qu'il faut changer sa stratégie d'investissement en fonction des élections américaines, sachant que l'économie américaine est bien évidemment depuis très longtemps l'économie la plus puissante du monde et que nous sommes très nombreux à être directement indexés et exposés sur le marché américain. Alors, faut-il prendre en compte les élections américaines imminentes par rapport à nos placements? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On va commencer par se pencher sur les 2 scénarios possibles, une élection de Donald Trump ou une élection de Kamala Harris, et on va regarder en détail les grands points de leur programme et les éventuelles conséquences économiques qu'ils pourront avoir sur le marché américain et par ricochet sur le marché mondial. Je me base pour vous résumer les points les plus importants des programmes des 2 candidats sur des fiches qui ont été publiées par la Penn Wharton University of Pennsylvania en août dernier, le 26 août 2024 pour être précis. C'est assez sympa parce qu'ils ont publié 2 fiches rédigées sur le même format, à la fois pour la campagne de Donald Trump et à la fois pour la campagne de Kamala Harris. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce papier, on a les points clés et on a surtout les différentes propositions de campagne du candidat Trump, en l'occurrence, et on aura la même chose pour Kamala Harris. Et ensuite, on a une estimation des effets sur l'économie américaine et mondiale de l'élection de tel ou tel candidat. Donc je me suis basé sur ces 2 papiers pour vous résumer tout ça dans cette vidéo. On commence donc avec le scénario Trump. En ce qui concerne les mesures qu'il annonce, on commence évidemment, et c'est assez classique avec Trump, par des réformes fiscales et des allègements d'imposition. Notamment, et c'est assez important, il propose d'abaisser l'impôt sur les sociétés, qui est à 21% aujourd'hui aux États-Unis, et lui il propose carrément de le descendre à 15%. Donc là, un très gros cadeau à toutes les entreprises américaines. Concernant les particuliers, et notamment les retraités, il propose également de supprimer l'impôt sur le revenu sur les rentes des retraites. En fait, aux États-Unis, les retraités payent des impôts sur le revenu sur leur retraite, et lui, il propose carrément de supprimer purement et simplement cet impôt sur le revenu. Donc un très gros cadeau à toute la population retraitée américaine. Donc ça, c'est vraiment des mesures très fortes. C'est du Trump, c'est hyper fort, hyper clair, et c'est des cadeaux fiscaux, en fait, à la fois pour les entreprises et pour les retraités. Ensuite, il y a, et là aussi, il ne nous surprend pas, c'est des choses auxquelles il nous avait habitués dans sa présidence précédente, une forme de guerre commerciale, ou en tout cas un très fort durcissement dans la politique d'importation de produits aux États-Unis. Dans sa campagne, il a proposé plusieurs mesures pour imposer des nouvelles taxes d'importation sur les biens et sur les services, et il évoque même de faire des très grosses augmentations douanières sur certains produits. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de précision sur les détails de ce qu'il entend par là. Par contre, ce qui est clair et ce qui est dit, c'est qu'il prévoit un tarif douanier général de 10% sur toutes les importations qui seraient faites aux États-Unis. Donc ça va bien sûr générer des nouveaux revenus pour les États-Unis, en milliards de dollars, même on en parle de milliers de milliards de dollars de revenus supplémentaires. Donc c'est un petit peu comme ça, je pense, compenser les réductions des impôts sur la société et les réductions d'impôts sur le revenu pour les retraités. Mais évidemment, on peut imaginer que la conséquence de ce type d'action, ça peut être des représailles commerciales. On peut penser à d'autres pays importants, comme notamment la Chine, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu par le passé. Donc, dans ce papier, ils évoquent un éventuel risque de tension commerciale internationale avec les États-Unis. Donc, même si ces taxes pourraient théoriquement augmenter les recettes fiscales des États-Unis, elles pourraient aussi créer des tensions commerciales et avoir des effets négatifs sur l'économie mondiale et américaine. Alors justement, sur les effets économiques, l'étude de l'Université de Pennsylvanie, elle nous résume les points suivants. Les propositions de Trump, notamment les réductions d'impôts pour les entreprises et les particuliers, vont stimuler une croissance économique modérée à court terme. Mais elles entraîneraient également une augmentation de la dette fédérale. Alors ce point, retenez-le, c'est assez important,
On a beaucoup d'experts en ce moment qui nous alertent sur le risque d'une crise imminente. Et l'argument majeur qui revient, un des arguments majeurs qui revient, c'est le fait que la dette américaine ne fait que grossir et qu'elle devient irrattrapable par rapport à la croissance du pays. C'est assez intéressant de voir que le candidat Trump, dans ses mesures, il y a comme conséquence directe une augmentation de la dette qui est déjà très grosse. Cette augmentation de la dette réduirait les capacités d'investissement productif, car une part importante des ressources sera absorbée par les remboursements des intérêts au détriment de l'économie réelle. Donc c'est là qu'on voit bien le côté boost à court terme, hein, je réduis les impôts des sociétés, je réduis les impôts des particuliers, je donne plus de pouvoir d'achat aux particuliers, plus de capacité d'investissement et d'embauche aux entreprises, puisqu'elles ont moins de taxes à payer, donc ça booste l'économie à court terme. Mais la conséquence de tout ça, c'est que inévitablement la dette va augmenter, puisque même si Trump prévoit d'augmenter les taxes d'importation, il n'arrivera pas à couvrir tout le manque à gagner par rapport à ces cadeaux fiscaux. Et donc, la seule solution, c'est d'emprunter plus d'argent. Alors le papier de l'Université de Pennsylvanie va même jusqu'à dire qu'à long terme, on peut envisager une baisse du pouvoir d'achat des Américains avec une baisse des salaires notamment, puisque à long terme, comme la dette augmente, l'État fédéral devra allouer le maximum de ses capitaux au remboursement des intérêts. Il ne pourra plus investir dans les industries majeures du pays et donc moins soutenir son économie locale. Et par boule de neige, de manière indirecte, si vous mettez un petit peu tous les dominos les uns après les autres, vous arrivez en bout de course par des salaires qui baissent, voire de l'emploi qui diminue. Ça, c'est le papier de l'Université de Pennsylvanie qui conclut ça. Maintenant, on va regarder le scénario Kamala Harris, en commençant de la même manière par les points clés de son programme. Alors dans ces mesures annoncées, Kamala Harris, c'est un petit peu l'inverse de Donald Trump, donc c'est vraiment très intéressant de les comparer tous les deux. On voit que vraiment les États-Unis c'est hyper simple, hein, les élections chez eux, deux partis, c'est vraiment binaire quasiment, c'est assez dichotomique, on choisit vraiment une mesure ou sa mesure inverse, hein, c'est quasiment ça. Donc justement Kamala Harris, là où Trump il réduisait les impôts sur les sociétés, et bien justement, Kamala Harris, elle prévoit d'augmenter ce fameux impôt sur les sociétés, qui était donc à 21%, passé à 15% par Trump, enfin il propose de le passer à 15%, Trump. Kamala Harris, elle propose de monter ce 21% à 28%, donc les impôts sur les sociétés monteraient à 28% avec Kamala Harris. Ça c'est d'un côté pour les sociétés. Par contre elle prévoit elle aussi des crédits d'impôt pour les particuliers, mais c'est pas vraiment les mêmes populations. Elle est beaucoup plus centrée sur la famille en fait, et donc elle propose notamment un crédit d'impôt par enfant. Donc il y a actuellement aux États-Unis 2000 $ de crédit d'impôt plafonné par enfant, mais Harris propose d'augmenter cette aide à 3600 $ pour les enfants de moins de 5 ans et 3000 $ pour les plus âgés. Elle veut soutenir les familles. Elle disait même très récemment dans une interview qu'elle comptait augmenter le salaire minimum aux États-Unis pour améliorer le niveau de vie des salaires les plus bas. Voilà, elle prenait comme exemple quelqu'un qui travaille à McDonald's, c'est toujours le référent habituel aux États-Unis pour l'équivalent du SMIC. Et donc elle propose aussi de monter ce salaire minimum. Par contre, dans l'interview que j'ai vue, elle ne donnait pas de détails. Elle propose également un crédit d'impôt sur le revenu du travail, de le modifier. Aujourd'hui, il est beaucoup moins généreux ce crédit d'impôt pour les personnes justement qui n'ont pas d'enfants, donc les personnes qu'on appelle childless ou child-free aux États-Unis. Et elle prévoit d'élargir ce crédit afin de le rendre éligible à toutes les familles, qu'elles aient des enfants ou non. Ça, c'est plutôt une mesure d'équité. Alors il y a également des aides au niveau de la sécurité sociale aux États-Unis qui étaient temporaires et qu'elle prévoit de rendre permanentes, et ce qui permettra de soutenir toutes les dépenses de santé des Américains. Vous voyez qu'il y a vraiment un fil conducteur dans toutes ces mesures-là. Elle veut vraiment se montrer comme la candidate qui défend les familles et les revenus les plus modestes. Et enfin, elle propose, et c'est encore dans la même thématique, elle propose une aide de 25 000 $ pour les primo-accédants à l'immobilier, pour aider les jeunes familles à acquérir leur première propriété. Donc c'est une aide qui va durer 4 ans et qui va permettre de faciliter l'accès à la propriété pour les ménages à faible revenu. Voilà, donc évidemment il y a des conditions, mais ça c'est quelque chose d'assez nouveau, 25 000 $ d'aide pour acheter sa maison.
Donc, en termes d'effets économiques, toujours la même étude chez l'université de Pennsylvanie, cette fois-ci consacrée à Harris. On nous dit que les propositions de Kamala Harris entraîneraient à court terme une hausse des revenus fiscaux, pour le coup, notamment avec l'impôt sur les sociétés qui passerait à 28%. Ça, c'est quelque part opposé à la stratégie de Trump, mais elle pourrait freiner la rentabilité à court terme de certaines industries, forcément, puisqu'elles vont avoir un coût de production plus élevé, puisqu'elles paieront plus de taxes. Alors, conclusion, si on regarde un petit peu le match Trump-Harris, il y a un truc assez intéressant, c'est que même si les stratégies sont complètement différentes, on a quand même un consensus sur le fait que les deux candidats vont provoquer une explosion de la dette, dans les deux cas. En fait, même si elles sont complètement différentes, elles ont la même conséquence. Sous Trump, la dette va augmenter principalement à cause des baisses d'impôts pour les entreprises et pour les particuliers, ce qui va réduire évidemment les recettes fiscales. Et sous Harris, la hausse de la dette sera due à des dépenses sociales beaucoup plus importantes, ce que je vous ai listé juste avant, comme par exemple l'extension des crédits d'impôt et des subventions pour l'assurance maladie, tout en augmentant les impôts des entreprises et des ménages aisés. Et malheureusement, ça ne suffira pas à combler toutes ces dépenses. Donc son objectif à Harris est de mieux redistribuer des richesses, mais quelque part, la hausse des dépenses publiques, au bout du compte, pèsera elle aussi sur la dette. Donc ça, c'est très intéressant quand on voit tous les articles en ce moment qui nous parlent de l'émergence d'une crise financière du fait d'une explosion de la dette américaine. On voit que dans les deux cas, que ce soit Trump ou Harris, cette situation ne va pas changer, voire elle pourrait s'empirer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a bien vu le contexte, qu'on a bien vu, on va dire, le portrait chinois d'une élection Trump et d'une élection Harris? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos investissements? Est-ce qu'il faut anticiper ça? Est-ce qu'il faut jouer des secteurs? Par exemple, l'énergie verte, c'est assez classique sur des candidats démocrates, si on parie sur Harris, ou alors l'industrie lourde, ou même l'énergie fossile, pour prendre encore un exemple très antinomique chez Trump, qui a pour habitude de soutenir les industries pétrolières par exemple. Ça pourrait être une stratégie, on va dire, de spéculation. C'est pas du tout ma philosophie, vous le savez peut-être si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos. Sur ma chaîne Cold Invest, on est dans une philosophie de sang-froid et de long terme, et on ne veut pas se laisser influencer par les événements éphémères. Et une élection, même si elle est aussi importante qu'une élection aux États-Unis, c'est un événement éphémère. Et c'est ce que je vais vous montrer en regardant une étude assez intéressante, étude de Eibogbe et Imagbe, j'espère que je prononce bien leur nom, à ces deux chercheurs, qui ont publié une étude en 2020, qui est titrée « Electoral Cycles, Stock Market Volatility and Exchange Rate ». Les deux chercheurs ont analysé les effets des périodes électorales dans beaucoup de pays dans le monde, par rapport au cours des actions et au taux d'emprunt des États concernés. C'est assez intéressant parce que c'est une étude macroéconomique qui permet de voir si on peut établir un lien de corrélation entre la volatilité des marchés et des taux d'emprunt et les périodes électorales, et surtout si ça a un impact à long terme ou pas. En quelques mots, la théorie qu'ils exposent ici, elle explique que l'interférence des acteurs politiques qui cherchent à être réélus, Kamala Harris, Donald Trump, elle crée de l'incertitude dans l'économie. Voilà, c'est exactement la période dans laquelle on est. Il suffit d'allumer une chaîne un peu financière et vous allez tout de suite voir des débats sur les éventuelles conséquences d'un scénario ou d'un autre et toutes les interrogations qui peuvent jaillir dans les esprits embourbés de pensées complexes des économistes et des investisseurs. Cette instabilité, elle affecte les marchés financiers à travers les politiques monétaires et fiscales durant les périodes électorales. C'est ça qui est très important, c'est durant les périodes électorales. Contrairement à la théorie des cycles économiques traditionnels, qui considèrent les cycles comme une réponse normale et efficace de l'économie à des chocs extérieurs, les cycles politiques, c'est ce que nous dit l'étude, ils sont dus à des frictions économiques liées à des décisions politiques. Donc il y a quelque part un côté artificiel dans tout ça. Ces cycles, ils peuvent influencer l'emploi, l'inflation et les investissements. L'étude montre une relation positive entre la volatilité des marchés et des taux de change qui se produit spécifiquement pendant les cycles électoraux. Cela signifie que l'effet observé est lié aux périodes électorales, ce qui suggère que l'instabilité accrue est temporaire. Et elle est concentrée autour de la période des élections. Donc en français, ça veut dire qu'on peut légitimement se dire que dans 2 semaines, ou peut-être même un petit peu avant, on va commencer à observer des remue-ménages, des turbulences sur les différents marchés, notamment peut-être sur le S&P 500, peut-être même sur le Nasdaq, et peut-être par ricochet aussi sur les indices européens. Ce sera tout à fait normal, c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans le passé, et ce que nous dit aussi l'étude,
c'est qu'en réalité, un peu après cette période, peut-être quelques mois plus tard, le marché va retrouver son rythme habituel et on va sortir de cette volatilité. C'est d'ailleurs très intéressant parce que l'étude mentionne des exceptions, des pays où cette volatilité accrue aux périodes électorales n'est pas observée, et ce sont des pays comme le Kenya, le Japon ou même Hong Kong, qui ont pour particularité d'avoir une très grande stabilité politique. Par exemple, à Hong Kong, c'est un quasi-parti unique, et au Japon, il y a extrêmement peu d'alternance politique, c'est extrêmement stable, et donc c'est des pays où finalement, la conclusion, c'est que la population, lors des périodes électorales, n'a pas du tout d'incertitude sur l'issue de l'élection. Et donc ça, c'est une très bonne manière de montrer que cette corrélation existe dès lors qu'il y a de l'incertitude politique. En réalité, les investisseurs commencent à anticiper un scénario plutôt qu'un autre, un programme plutôt qu'un autre, et donc des conséquences qui peuvent être radicalement différentes pour le quotidien. Mais là où c'est intéressant, et c'est encore une fois très symptomatique des investissements influencés par le court terme, c'est que même si des programmes politiques sont très différents, cette volatilité disparaît une fois que la nouvelle présidence s'installe. Bien que les cycles électoraux affectent les marchés à court terme, les effets sont souvent temporaires. Le marché se stabilise après les élections, comme cela a été observé notamment lors des élections en 2016 et en 2020 aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien tout simplement quelle que soit l'issue de cette élection dans 2 semaines, que ce soit Kamala Harris élue présidente des États-Unis ou Donald Trump élu président des États-Unis, il y aura très certainement de la volatilité sur les marchés. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, cette volatilité va être temporaire et on va revenir dans un marché stable, vraisemblablement, peu de temps après que l'élection soit passée. Le conseil resterait donc ici toujours le même par rapport aux vidéos précédentes que j'ai publiées. Raisonnez long terme, ne vous laissez pas influencer par la météo du jour, laissez le vent passer, gardez la tête droite, restez investi. Là encore, ne cherchez pas à timer le marché, laissez le vent souffler, tenez bon et gardez le cap. Et donc on pourrait conclure qu'en investissement, le temps c'est notre allié du moment où on sait où on va. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'éclaircir un petit peu l'horizon et surtout de vous donner quelques clés sur la marche à suivre par rapport à cet événement. Vous étiez sur Cold Invest, une chaîne que je viens de lancer où je partage un petit peu mes réflexions et mes recherches sur les investissements avec sang-froid. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit pouce, ça fait pas de mal et ça aide la vidéo à être plus visible. A bientôt pour une prochaine vidéo.